Parfait. Merci. Oui, alors je vais vous présenter une des applications qu'au niveau du service régional de l'inventaire, on est en train de mettre en place. Le service régional de l'inventaire, c'est un service qui est au départ initié par l'État dans les années 64, où l'intérêt est de pouvoir répertorier, recenser l'ensemble du patrimoine culturel français. Ce projet national se déconcentre en région en 2004 et ici à La Réunion, c'est en 2014 où la région Réunion prend en charge l'application de cette décentralisation. Et le service dans lequel je travaille, en fait, se structure depuis plus récemment, vous voyez, depuis 2016. Donc c'est un nouveau service qui est dirigé par Gilles Pignon. Parmi les missions que l'on met en place, vous voyez, quatre grandes missions de recensement, d'études, de valorisation et d'évaluation du patrimoine culturel sur, on va dire, sur son acception la plus large possible. Bien sûr, ça prend en compte la notion du patrimoine bâti, donc toutes les maisons, tous les édicules, tous les ponts, les ouvrages d'art, etc. Ça prend en compte aussi la notion du patrimoine culturel immatériel, qui est une donnée qui apparaît dans les années 70-80 au niveau de la métropole et pour La Réunion, qui a des applications très concrètes, notamment à travers l'histoire des sociétés réunionnaises et qui se sont établies sur le système de l'esclavage. Lié à l'esclavage, son refus qui a donné le marronnage. Alors, ce travail a fait l'objet d'une étude qu'on a coordonnée scientifiquement et pour laquelle on a travaillé avec des équipes pluridisciplinaires. Et depuis la fin 2016, on a présenté le résultat de cette étude au travers d'une exposition qui est présentée actuellement à la ville de Saint-Paul, où l'idée est de pouvoir aujourd'hui traquer les traces de ce marronnage. Lorsque tout le monde parle, tout le monde connaît le marronnage, tout le monde sait ce que c'est, mais finalement, lorsqu'on veut l'identifier, le caractériser, le quantifier, eh bien, en fait, on se rend compte qu'il est profondément invisible. Alors, le travail qu'on a essayé de mettre en place, c'est une étude pluridisciplinaire qui faisait appel à des disciplines scientifiques comme l'histoire, la généalogie, l'archéologie, la cartographie, mais aussi et surtout l'ethnolinguistique. Puisque aujourd'hui, beaucoup de sites pour lesquels on sait qu'il y a des traces de marronnage sont issus à travers les toponymes, les anthroponymes, donc ces traces des noms de lieux et de noms de personnes. Et cet élément, ce travail pluridisciplinaire, nous a permis de pouvoir dresser finalement un autre regard sur l'île, à travers le réseau cartographique, là par exemple à travers la trace historique des rapports de chasseurs de marrons qui décrivent les endroits qu'ils vont traverser pour pouvoir partir traquer ces personnes qui sont en fuite, disant à ce moment-là que ces personnes sont les premières qui vont faire les incursions dans l'intérieur de l'île, mais si elles le font, et les traces qu'on a nous montrent finalement qu'elles le font parce que d'autres personnes, les marrons, l'ont fait et pour lesquels on ne sait pas encore clairement quels sont les lieux, quels sont les trajets qu'ils ont pu utiliser. On a pu aussi, à travers la combinaison de ces approches, permettre donc une nouvelle représentation cartographique de l'île avec, vous voyez, tout un tas de symboles qui correspondent à des éléments thématiques correspondant à une autre écriture cartographique. Par exemple, une écriture liée à des lieux où on trouve de la nourriture, des lieux qui sont dangereux parce que ce sont des lieux où il y a des systèmes de défense, d'autres lieux qui sont des lieux symboliques. Et on arrive comme ça, voilà, sur ce repère-là. Alors, dans cette équipe, il y avait autant donc historiens, généalogues,
ethnolinguistes, cartographes, hein, et comme anthropologues qui ont permis ce travail-là. Et du coup, ce sont des traces qui malheureusement ne sont pas encore clairement explicites. Et le recours à ce moment-là, alors les traces qu'on a pu mettre en évidence sont à travers l'approche archéologique qui, elle, nous donne finalement les traces que les marrons ont laissées, des fois très fugitivement, hein, puisque les fameux camps, sont des camps qui sont le plus inaccessibles possible, hein, et surtout des fois très fugitifs parce que simplement des lieux de passage. Et à ce moment-là, le recours, hein, vous voyez, au lidar devient quelque chose de très intéressant pour nous parce que ça nous permet d'observer, hein, de faire une sorte de prospection archéologique. Alors, cette prospection archéologique, elle est connue, elle est utilisée depuis très longtemps. Je vous mets une image d'un article de 1953 qui fait état d'une prospection aérienne et qui est connue depuis déjà un bon quart de siècle. Et aujourd'hui, rapporté à aujourd'hui, cette fameuse utilisation du lidar sur un site archéologique extrêmement important au niveau mondial, qui est Angkor Wat, qui se trouve au Cambodge et qui est au patrimoine mondial de l'humanité, qui est daté du XIIe siècle et pour lequel les archéologues ont réussi à mettre en évidence 9 km² de superficie. Grâce au lidar, on va multiplier par 4 le potentiel archéologique de ce site. Et envisager nécessairement des opérations archéologiques totalement différentes, puisque maintenant, on va dire non destructives, puisque le propre de l'archéologie à ce site paradoxal, c'est qu'elle détruit le site qu'elle étudie. Je vais revenir à La Réunion. Hein, nous avons fait depuis 2012 une opération conjointe avec le service régional de l'archéologie, donc de la direction des affaires culturelles, des opérations sur les hauts de l'île pour essayer de mettre en évidence justement ces traces sur le marronnage. Et le système que l'on a utilisé, bon, il vous a été présenté tout à l'heure, donc je vais pas y revenir, donc via un hélicoptère chargé à ce moment-là de récupérer des données. Nous, les données qui sont récupérées, l'intérêt, c'est de pouvoir essayer d'identifier à travers justement un couvert végétal des traces soit de bâtis, soit d'empreintes, soit aussi de végétation, on va dire, anthropique, de façon, enfin, pouvoir retrouver des espèces végétales qui, naturellement, ne pousseraient pas là. Hein. Après, la difficulté, c'est de pouvoir dater, de pouvoir interpréter, d'analyser, dater ces éléments-là. Hein. Alors, vous voyez, parce que lorsqu'on est, là c'est sur la partie du Maïdo, lorsqu'on est face à une végétation en même temps aussi importante, aussi dense, lorsqu'on est sur le sol, ben, en fait, on ne voit strictement rien. On a énormément de difficultés d'approche. Du coup, prendre de la hauteur et prendre de la hauteur et recourir à cette nouvelle technologie permet de pouvoir zoomer donc de la manière dont Romain vous a parlé tout à l'heure, de pouvoir ensuite regarder en 3D, d'enlever des couches, notamment les couches de la végétation, hein, et de pouvoir à ce moment-là retrouver des éléments qui sont sans doute invisibles à l'œil nu, comme ici. Alors là, ce sont des sentiers contemporains hein, que vous connaissez, qu'on connaît assez bien, mais par contre, il y a d'autres éléments qui peuvent apparaître sur ce type d'analyse-là, qui permet, vous voyez, à ce moment-là, de pouvoir retrouver des traces qui ensuite vont pouvoir permettre aux archéologues de mieux pouvoir envisager leurs opérations archéologiques. Voilà. Et là, on voit bien, si vous voulez, par exemple, dans cet endroit, on voit bien, par exemple, donc toute la mise au jour hein, virtuelle hein, qui se passe avec l'utilisation de ce procédé. Alors malheureusement, ce procédé qui est absolument incroyable, qui va nous permettre de pouvoir aller extrêmement plus loin dans les investigations de type patrimoine culturel, elles ont des coûts. Et les coûts qu'elles génèrent, pour l'instant, sont relativement en décalage par rapport, on va dire, à l'importance que nous pesons
hein, dans le cadre de, non pas de la recherche, mais de la prise en compte du patrimoine dans les projets d'aménagement et dans les projets de prise en compte. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Ouais. Merci. Merci François. Est-ce qu'on a des questions? Bonjour, toujours Sébastien Tagui de Liberté. Vous parlez d'inventaire tout à l'heure du patrimoine bâti. Ces données en termes de recensement sont disponibles? Oui, 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 tout à fait. Alors, les données qu'on a, elles sont publiques. On essaye de les avoir au plus de leur actualité. Je prends l'exemple du patrimoine bâti. On part d'un inventaire de 76. Donc il y a maintenant un peu plus de 40 ans, qui couvre l'ensemble du territoire de la Réunion, qui est en même temps, on va dire, significatif, mais en même temps pas exhaustif, parce que les personnes qui y vont ne restent que sur des missions relativement courtes, que l'exhaustivité est quand même relativement délicate, et puis qu'à l'époque, dans le regard du patrimoine en 1976, on ne voit pas l'importance. L'importance n'est pas la même que celle à laquelle on accorde aujourd'hui. Je veux dire, concrètement, c'est beaucoup de cases créoles du type dans le tissu urbain, ou alors si on est dans les hauts, c'est essentiellement des villas de changement d'air ou des choses comme ça. La notion du patrimoine, elle est très cadrée par rapport à une sorte de patrimoine on va dire officiel ou institutionnel. Hein, aujourd'hui, le patrimoine évolue beaucoup et on essaye de pouvoir cadrer ça. Ouais. J'avais au-delà deux questions en fait. C'est vrai que la typologie de ce qui est référencé, je parlais par exemple du patrimoine lié à la canne à sucre, voilà, des anciennes cheminées d'usine, d'autres patrimoines historiques, soit le chemin de fer ou autre. Et aussi, donc, la deuxième question à dire, est-ce que tout ça est géolocalisé? Alors, oui, les deux exemples que vous donnez, on travaille sur ces thématiques, hein, sur justement les anciennes voies du chemin de fer, les voies de communication de manière générale, et dont la voie du chemin de fer, et aussi les anciennes sucreries. Sur les anciennes sucreries, de ce qu'on en connaît aujourd'hui, des traces qu'on voit aujourd'hui, on voit simplement soit les traces des usines qui sont arrivées jusqu'à nous, soit qui sont encore debout, ou qui sont à l'état de vestige, ou alors ce sont les cheminées, hein, puisque ce sont les traces de ces éléments-là. Et aujourd'hui, il en reste à peu près entre 25 et 30. Sauf que l'activité sucrière à La Réunion recense à peu près 300 sucreries, hein, sur l'ensemble du territoire. Et il y a un inventaire du BRGM, justement, au début des années 2000, qui recense les lieux polluants. Et dans ces lieux polluants, il y a à peu près 150 notices qui sont identifiées comme étant des anciennes sucreries. Alors, bon, voilà, donc oui, c'est géoréférencé. Nous, on travaille sur l'inventaire de 76, on est sur des coordonnées de 76, donc des Ghost Labord. Aujourd'hui, grâce au travail de passerelles, on est capable de les mettre en place. On fait en ce moment une expérimentation justement pour cartographier l'élément 76, non seulement 76, mais aussi les autres inventaires qui ont eu lieu, de pouvoir aussi faire une cartographie, une représentation non seulement spatiale, mais aussi temporelle. Comment ces bâtis ont pu évoluer dans le temps, hein, et avec une sorte de typologie sur laquelle ils sont restés en l'état, en virgule, parce qu'ils ont été entretenus. Ils ont été réhabilités, donc ils ont été transformés et accolés à des projets plus contemporains. Ils ont été protégés et donc restaurés, ou alors ils ont été tout simplement détruits, hein, parce que pas suffisamment pertinents dans le cadre des projets qu'on a sur l'aménagement du territoire aujourd'hui, quoi.